Thème 3, les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 70 à 91, thème spécifique pour les sections internationales américaines, les défis intérieurs en France. La longue dépression qui a commencé au milieu de la décennie 70 a eu sur la société française des conséquences assez diverses. Elle a accéléré des processus en cours depuis longtemps, on peut par exemple parler des mutations socio-professionnelles qui sont liées aux restructurations de l'économie, voire même d'une désindustrialisation de régions autrefois prospères comme le nord de la France, un exode rural aboutissant à la désertification de certaines campagnes, ou encore l'érosion de structures ou de valeurs traditionnelles. Elle a également inversé certaines tendances caractéristiques de ce que l'on avait appelé les 30 glorieuses, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Au plein emploi, qui caractérisait cette période, s'est substitué un chômage structurel, générateur d'exclusion sociale et de désespérance. La progression régulière des revenus a subi un fort ralentissement, particulièrement ressenti par les classes moyennes. Après les 30 glorieuses, les écarts entre les catégories sociales ont eu tendance à se creuser. Pour comprendre les évolutions des années 70, il est nécessaire d'avoir un peu de contexte. La période précédente, que l'on décrit souvent sous le vocable de 30 glorieuses, se caractérise par deux grands éléments. D'un côté, des gains de productivité qui sont obtenus dans l'industrie grâce au perfectionnement d'un travail parcellisé, automatisé et robotisé, qui permet la formidable croissance du revenu par tête des Français. Durant les années de ce qu'on va appeler la République gaulienne, le début des années 60, le revenu par tête des Français a augmenté de plus de 50% en francs constants. À la veille de 1968, qui va représenter le pivot de ce début de chapitre, plus de la moitié des ménages français se trouvaient en possession de 4 produits symboles de l'ère nouvelle: réfrigérateur, machine à laver, télévision et automobile. Si on ajoute à cela la révolution dans la distribution qu'a représenté l'essor des grandes surfaces commerciales, on comprend que le niveau et le mode de vie des habitants de la France a subi de nombreuses transformations durant cette période. On considère que 1968 est le pivot de ce début de chapitre. Alors la crise de 1968 n'est que l'aspect français d'un mouvement plus international qui a touché de grands pays industriels. Ce mouvement va résulter d'une remise en question essentiellement par la jeunesse, d'un certain nombre d'acquis issus des 30 glorieuses, une société de consommation qui se généralise et la remise en cause de certaines actions à l'international comme la guerre au Vietnam. En France, on parle d'une révolte par étapes que l'on peut grossièrement résumer en 3 grandes étapes: une phase étudiante, une phase sociale et une phase politique. Le mouvement a débuté par une révolte étudiante dans la ville de Nanterre, en banlieue parisienne, dans une toute jeune faculté érigée proche d'un bidonville. Les revendications des étudiants sont à la fois sociales et liées au contexte très spécifique de la vie étudiante. Jusqu'au 11 mai 1968, ce mouvement étudiant ne s'étend pas aux autres pans de la société. À partir du mois de mai, on va entrer dans la seconde phase qui est la phase sociale, avec des grèves spontanées que les organisations syndicales vont tenter d'encadrer a posteriori. Ce qu'exigent souvent les grévistes, ce sont des modifications des rapports de force dans une entreprise qui donneraient aux salariés une responsabilité, qui remettrait en cause des liens hiérarchiques fondés sur l'autorité au profit de décisions plus collectives, aussi en prenant mieux en compte les aspirations des travailleurs à saisir la signification de leur travail. Ce sont des revendications d'un type nouveau. Ça n'exclut pas, ça et là, des demandes plus classiques d'augmentation des salaires, mais ça traduit surtout les frustrations et les difficultés morales de la société. C'est durant cette phase, dite phase sociale, que Charles de Gaulle, alors président de la République, aurait prononcé sa fameuse phrase « La réforme oui, la chienlit non ». À ce moment-là, les syndicats donnent la sensation de ne pas du tout contrôler le mouvement et les propositions qui sont faites suite aux négociations entre ces derniers et le pouvoir se voient refusées par les grévistes qui refusent de cesser la grève. Le mouvement va alors glisser sur le terrain politique. L'échec répété des négociations sociales donne la sensation d'une véritable vacance du pouvoir. On est dans une situation dans laquelle le pouvoir politique donne la sensation de ne pas maîtriser ce qui se passe dans la rue. Cette sensation de vacance du pouvoir est encore accentuée par la journée du 29 mai où le général de Gaulle aurait disparu. Les rumeurs les plus folles à l'époque courent sur cette disparition, on va du suicide jusqu'au départ pour l'exil, sans oublier le retrait à Colombey, les deux écrivisent. En réalité, le général de Gaulle est allé en Allemagne à Baden-Baden, où il a rencontré le général Massu, commandant à l'époque des forces françaises en Allemagne. Les raisons de cette visite restent encore à ce jour assez controversées. Charles de Gaulle a-t-il voulu s'assurer de l'appui de l'armée au cas où les choses dégénéreraient? Était-ce une crise de découragement ou un goût de la mise en scène destiné à inquiéter l'opinion pour donner plus de portée au discours qu'il médite pour la suite? Le 30 mai au soir, après le Conseil des ministres, Charles de Gaulle de retour prononce une allocution radiodiffusée qui est celle de la reprise en main. Une série de décisions y sont annoncées, comme sa volonté de se maintenir et de conserver Georges de Pompidou comme Premier ministre, la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections. En réponse à ce discours, les soutiens de l'Élysée rassemblent 400 000 à 500 000 personnes dans la rue. Pour la première fois depuis le début du mois de mai, ce n'est pas la gauche qui défile, mais les amis du pouvoir. La décision d'organiser de nouvelles élections coupe l'herbe sous le pied des révolutionnaires.
Du jour au lendemain, syndicats, partis politiques se concentrent sur les échéances électorales et se gardent de tout ce qui pourrait apparaître comme une entrave au fonctionnement normal de la démocratie. Le mouvement s'essouffle et la vie quotidienne reprend progressivement son cours. Les années 1970 vont être le théâtre de grandes évolutions économiques. Ces évolutions économiques, on les doit en particulier à deux grands chocs pétroliers qui vont avoir lieu en 1973 et 1979. Le premier choc pétrolier va aboutir dans son ensemble à un phénomène assez inédit, celui que l'on appelle la stagflation, c'est-à-dire une stagnation de la production et une très forte inflation. L'augmentation des prix du pétrole va peser considérablement sur les coûts de fabrication d'un grand nombre de produits pour lesquels les hydrocarbures servent de matière première ou de source d'énergie. Il y a d'énormes hausses des prix à la consommation. Le second choc pétrolier va avoir pour conséquence de faire à son tour flamber considérablement les coûts de l'énergie. Comme en 1974 et 1975, c'est par le biais de la montée du chômage que la société française va prendre conscience de la crise. Ce chômage frappe particulièrement des régions d'industrie anciennes, qui sont désormais mal adaptées au marché en raison de la concurrence de pays du tiers-monde. Certaines catégories de la population en France sont particulièrement touchées par le chômage à l'époque, comme les femmes, les jeunes âgés de moins de 25 ans qui ne trouvent pas de place sur le marché de l'emploi, ou les travailleurs non qualifiés que la robotisation des processus de production rend de moins en moins nécessaires. La France avait atteint la barre du million de chômeurs en 1977. Les 2 millions sont atteints en octobre 1981. Je vais dans cette sous-partie m'intéresser aux réformes qui sont faites dès l'accession au pouvoir de François Mitterrand en 1981. Après la victoire aux élections en mai, le gouvernement procède à une distribution du pouvoir d'achat au profit des familles. On augmente les allocations familiales de 25% par exemple. Et les salariés payés au SMIC voient ce dernier réajuster. Les taux d'imposition sont augmentés pour les revenus les plus élevés et, une mesure particulièrement symbolique, un impôt sur les grandes fortunes est institué pour les patrimoines dépassant 3 millions de 1% des foyers fiscaux français sont touchés par cet impôt. Dans cette deuxième grande partie, je vais traiter des différentes mutations que connaît la société française. Le fait d'aller à la messe tous les dimanches n'avait baissé que de 3 points entre 1948 et 1961. Elle va ensuite en perdre 10 au cours des 5 années suivantes. Même si à l'époque, plus de 80% des Français se disent encore catholiques et restent attachés aux pratiques liées aux grands événements de la vie familiale, baptême, mariage, de moins en moins de Français vont à l'église. On a longtemps parlé d'une génération 68, d'une jeunesse qui serait, avec l'amélioration générale du niveau de vie, devenue la cible privilégiée d'un système industriel et commercial qui cherchait à leur vendre des choses, en profitant de leurs besoins et de leurs goûts. C'est le cas du transistor, du tourne-disque ou du scooter. Une contre-culture aurait émergé, issue de la révolte de 1968, même si, au milieu des années 70, avec la commercialisation de cette contre-culture, cette dernière s'effiloche. On constate aussi à cette époque une massification des loisirs. L'augmentation du revenu disponible par tête permet à chaque foyer de disposer d'une part plus importante de son revenu pour son divertissement. C'est l'époque de la généralisation des vacances, parfois à l'étranger, avec le phénomène de ce qu'on a appelé les clubs med, clubs Méditerranée. La pratique du ski, qui se diffuse, même si elle reste encore réservée à une part très aisée de la population, mais également la massification de consommation culturelle avec la télévision. À partir des années 70, les jeunes vont faire le succès des cassettes audio, puis des baladeurs CD et des nouvelles musiques. Au rock va succéder le disco, puis le rap. Et à partir des années 1970, la jeunesse commence massivement à jouer aux jeux vidéo. De grands succès comme Space Invaders en 78, Pac-Man en 80 ou Donkey Kong en 81 permettent l'essor des salles d'arcade, et Nintendo lance sa première console à succès en 1985, la NES. La télévision a eu également un impact considérable sur la culture de masse. Cette dernière a poursuivi son développement fulgurant depuis la fin des années 60. Elle devient le média dominant en France dans les années 70 et concurrence même le cinéma dont la fréquentation chute brusquement. En termes d'éducation, l'arrivée soudaine à l'école d'une génération issue du baby-boom puis de sa descendance nécessite que l'institution scolaire s'adapte. Pour faire face à ces vagues conjuguées de population scolaire, les pouvoirs publics doivent improviser des solutions de fortune, on bâtit à la hâte des locaux provisoires. La massification scolaire s'accélère, elle permet d'améliorer le niveau de qualification des jeunes en France et elle s'accompagne d'une diminution relative des inégalités scolaires. Concerne tout d'abord l'enseignement secondaire général et technologique avec le collège unique qui est créé par la loi Haby en 1975, puis l'accès accru au lycée. En 1985, on énonce l'objectif que 80% de chaque classe d'âge accède au niveau baccalauréat ou à l'horizon 2000. À partir de 1981, des ZED, zones d'éducation prioritaire, visent à renforcer la réduction des inégalités par des investissements dans les quartiers populaires défavorisés.
L'enseignement supérieur sera à son tour touché par les effets de la massification scolaire. En 1984, la loi Savary réforme en profondeur l'université pour lui permettre de mieux accueillir des étudiants beaucoup plus nombreux. En 1986, la droite revenue au pouvoir, avec le projet de loi Devaquet qui a été fortement contesté, veut abroger la loi Savary et mettre en place l'autonomie des universités et la sélection à l'entrée, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Le projet est abandonné après une très forte mobilisation des étudiants et la mort d'un jeune homme, Malik Oussekine, pendant ces manifestations, ce dernier ayant été tué par la police. La place des femmes évolue également. On avait déjà noté une évolution du marché du travail avec une plus forte féminisation de ces dernières pendant les 30 Glorieuses. Ce mouvement se poursuit dans les années 70 et 80, mais les limites sont importantes, les femmes continuent d'occuper en majorité des emplois peu qualifiés et à temps partiel. Du fait de la récession économique, elles sont nombreuses à être victimes du chômage. En dehors de ces questions économiques, l'évolution des mœurs et les actions des mouvements féministes permettent le vote de lois qui améliorent l'égalité entre les hommes et les femmes. Droit à l'avortement, institué par la loi Veil en 75 et pérennisé en 80, divorce par consentement mutuel établi en 75, et puis après une longue campagne de mouvements féministes contre les violences faites aux femmes, une loi définit pour la première fois le crime de viol, puni par 15 ans de réclusion criminelle. La loi Roudy de 83 réaffirme le principe d'égalité entre les hommes et les femmes au travail. La population française vieillit à partir des années 1970. Dans un premier temps, ce vieillissement de la population n'est envisagé qu'à travers le prisme de l'abaissement de la natalité. Moins d'enfants, c'est une pyramide des âges qui se décale vers le haut. Cependant, il faut noter que ce vieillissement est également le résultat d'un allongement de l'espérance de vie. Il faut donc prendre en compte toutes les questions liées au vieillissement, l'accompagnement des personnes âgées par une prise en charge hospitalière, le développement de protocoles de soins liés aux maladies du grand âge, mais également la perte d'autonomie. Pour revenir sur la question de la pauvreté, on considère qu'à la fin des années 60, 10% de la population totale perçoit un revenu inférieur à ce qui peut être considéré à l'époque comme le seuil de pauvreté. Pour essayer de lutter, le gouvernement procède par le jeu de la progressivité de l'impôt, des équipements collectifs comme la mise à disposition de bibliothèques gratuites, d'accès à des infrastructures sportives gratuites, des hôpitaux, des crèches et des prestations sociales, à une redistribution du revenu national. Différents mécanismes pour pallier les crises économiques vont être mis en place pour éviter une explosion de la pauvreté. Le SMIC, par le passé appelé SMIG, qui est le salaire minimum, ainsi que le RMI, revenu minimum d'insertion, qui a pour objectif de garantir un revenu minimum de ressources à toute personne. À partir des années 70, une part non négligeable de la croissance démographique française repose sur l'immigration. Et si l'on avait noté pendant des années une immigration issue de la péninsule ibérique ou de la Pologne, dans les années 60 et 70, le profil des migrants va fortement évoluer. De nombreux ressortissants des anciennes possessions françaises d'Afrique du Nord, et au premier rang desquels les Algériens, vont venir s'installer en France. Ils sont tout au bas de la pyramide sociale, monopolisant des tâches ingrates et peu rémunérées dans l'industrie ou le tertiaire. Ils vivent dans des conditions déplorables et les efforts faits pour les intégrer sont insuffisants. Avec le ralentissement de la croissance et la montée du chômage, l'immigration est officiellement stoppée en 1974. Seul le regroupement familial est encore autorisé, c'est-à-dire le fait pour quelqu'un déjà installé en France de faire venir son conjoint ou sa conjointe ainsi que ses enfants. Une partie de l'immigration devient clandestine et réprimée. Entre 1975 et 1990, la part des immigrés dans la population française reste stable à 7,4%. La croissance urbaine et la nécessité de mettre fin aux bidonvilles sauvages générés par les déplacements de population va inciter les pouvoirs publics à construire de grands immeubles dans les banlieues qu'on va appeler des grands ensembles. Certains problèmes qui s'étaient déjà posés avant la guerre aux habitants de ce qu'on appelait la banlieue sont réapparus. Problème des transports, non développés dans cette zone, surtout pour les déplacements d'une localité à l'autre de la ceinture périurbaine. D'autres de ces problèmes ont surgi dès la création de ces nouvelles formes d'habitat. Ces problèmes sont liés à la médiocrité des matériaux utilisés, à la vitesse de construction, mais également à l'isolement dans ces cités. Je vais maintenant revenir très rapidement sur les différentes personnes qui ont occupé la fonction présidentielle pendant la Ve République jusqu'aux années 1990. Charles de Gaulle est le premier président de la Ve République. Homme de droite, réélu en 1965, au pouvoir jusqu'en 1969 d'une république dont la constitution a été écrite pour lui, Charles de Gaulle démissionne après un référendum perdu. Des élections anticipées sont organisées dans la foulée, qui portent au pouvoir son ex-premier ministre, Georges Pompidou, lui aussi de droite. Ce dernier meurt en cours de mandat, en 1974. De nouvelles élections sont organisées et amènent au pouvoir Valéry Giscard d'Estaing, président de droite lui aussi mais plus centriste. C'est sous son mandat que seront votés l'abaissement de la majorité et la loi autorisant l'IVG. Échouant à se faire réélire en 1981, il cède sa place au premier président de gauche de la Ve République, François Mitterrand.
Sous les deux mandats de François Mitterrand, de 1981 à 1995, deux septennats, 2 fois 7 ans, la France va connaître ses premières cohabitations. Si le président provient d'un parti politique, l'Assemblée nationale, issue des urnes, voit s'instaurer une majorité de droite, ce qui force le président à nommer un Premier ministre issu de l'opposition. Par 2 fois donc, François Mitterrand se retrouve en cohabitation avec des premiers ministres de droite, Jacques Chirac de 86 à 88 et Édouard Balladur de 93 à 95. Voici l'essentiel des informations qui constituent une base à retenir pour ce chapitre, cette base devant être complétée par vos études de cas et vos lectures personnelles. Created using Powtoon.